Alors cet engin qui sort des réserves de l'université, c'est ce qu'on appelle le résonateur de Koenig ou l'analyseur de Helmholtz. Alors qui étaient ces deux personnages? On commence par Monsieur Koenig, qui est un fabricant d'appareils installé à Paris, donc vous voyez fin du 19e siècle, et qui était spécialisé dans les appareils d'acoustique. Son partenaire, c'était M. Helmholtz. Alors M. Helmholtz, il est bien connu des physiciens pour avoir introduit des tas de choses sur l'énergie. Il est aussi bien connu des physiologistes puisqu'il a travaillé sur l'acoustique et sur l'optique. Il a été en relation entre autres avec Claude Bernard sur des problèmes de physiologie. Et ces deux personnes travaillaient ensemble, l'un pour la partie physiologie et un peu théorie, et l'autre pour fabriquer les appareils qui permettaient d'exploiter la théorie. L'appareil, il est là, donc vous le voyez tous. Sur la photo qui a été prise il y a quelques années, il avait encore tous ces tuyaux. C'est du caoutchouc qui est de plus en plus en mauvais état, donc ils disparaissent peu à peu, mais on a quand même laissé les tuyaux d'origine. Et vous voyez qu'il y a trois parties bien visibles, les sphères de laiton, la partie centrale avec des becs de gaz, et puis tous les tuyaux, et puis le miroir tournant. Donc on va regarder chacune de ces parties, voir quelle est la fonction de chacune de ces parties, et puis ensuite voir comment fonctionne l'ensemble. Alors je commence par les sphères de laiton. J'ai mis de cuivre, en fait, vous voyez, c'est du laiton, c'est pas du cuivre rouge. Et ce sont les résonateurs de Helmholtz inventés pour analyser la voix humaine. La série qui est ici se trouve à la Croix-Rousse, à l'ESP. Donc vous voyez, c'est une série de résonateurs qui ne sont pas montés sur un système comme ça et qui ont utilisé à l'oreille. C'est-à-dire chacun des petits objets, là, a un orifice qu'on plaçait dans l'oreille et on faisait un son de l'autre côté et on regardait si oui ou non ça répondait. Alors, ces résonateurs, c'est lié au phénomène très général de résonance. Le phénomène de résonance, c'est un phénomène qui apparaît finalement dans tous les domaines de la physique. Dès que vous injectez de l'énergie dans un système à une fréquence correspondant à la fréquence de réponse idéale de ce système. Ça existe en mécanique, ça existe en optique, ça existe dans tous les domaines. Alors on a juste sorti deux petits appareils pour montrer ça. Un petit fréquence-mètre qu'on avait avant dans tous les lycées. Et c'est simplement une toupie finalement qu'on lance et qui va permettre de faire vibrer, selon la vitesse de rotation, les différentes lames qui sont là. Alors, je vais essayer, puis après je vous le passe et vous le ferez vous-même. Alors, vous devez voir les lames qui vibrent, et pas toujours la même, quand ça ralentit. Moins ça va vite, plus ce sont les grandes lames qui se mettent à vibrer. Alors, deuxième exemple, avec une colonne d'air qui va vibrer. Et en faisant varier la colonne d'air, on va voir qu'il y a un moment où le son est amplifié quand on va être à la bonne colonne d'air qui correspond à la bonne fréquence. Alors l'objet qu'on va utiliser, c'est un diapason ordinaire à 440 Hz. Est-ce que vous entendez ? Le son qui s'amplifie à peu près à ce niveau-là. Et quand on fait des calculs, on a des valeurs autour du La 440. Donc quand on a la gamme, on voit que ça résonne pour des hauteurs de colonne d'une vingtaine de centimètres, ce qui correspond bien à ce qu'on a là. On entend bien l'augmentation du son pour une colonne d'air donnée. C'est exactement le même phénomène qu'on va utiliser ici dans les sphères. Chaque sphère va être accordée à une fréquence donnée. Je vous ai mis ici la reproduction du document de Koenig. Et si quelqu'un est intéressé, on a tout sur Koenig, là, si quelqu'un a envie d'en savoir plus. Ou sur chacune des sphères, on a la note indiquée. Donc j'ai remis les notes ici, et puis les fréquences correspondantes. Et en fait vous voyez, on est parti de la fréquence 132 Hz, et puis après on a les multiples. Donc chacune des sphères est accordée sur une fréquence donnée. Et on va essayer de vous montrer que ça répond bien aux fréquences données. Je commence par le 130. Alors, 130 Hz. Alors d'abord, je vous le lance. Vous verrez si vous l'entendez. Là, normalement, vous devriez entendre le 130 Hz. Moi, je ne l'entends pas.
Bon, alors attendez, je vais vous montrer un peu à quoi ça correspond. Hein. Je vais vous lancer du 500. Ça, c'est du 500. Et puis, ça, c'est le 1000. Je lance le 130. Voilà. La réponse aux 130 Hz de la sphère du bas. Mais en revanche, sur la petite, tout en haut, on n'a plus de résonance. Voilà. Celle-là, qui est accordée sur 1000 Hz, ne voit plus, entre guillemets, le 130 Hz. Il y a quelques petits éclats qui correspondent à nos voix. Là, par exemple, je parle ici, clairement. Alors, on va faire l'inverse, on va lancer du 1000 Hz. J'en vois qui parle. Donc ça, c'est le 1000. Non, attendez un petit peu. Voilà. Ouais. Donc celui-là répond à 1000 Hz et ne répond pas, et celui-là ne répond pas à 1000 Hz. Alors tout ça, c'est bien joli avec des ordinateurs, on a des dispositifs qui nous permettent de tout faire. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, et c'est justement là que vient intervenir M. Koenig et ses idées techniques. Puisque la deuxième partie, c'est la capsule manométrique. Et c'est là toute l'ingéniosité du système. Alors un manomètre, vous en avez tous déjà vu, un manomètre, c'est tout bêtement une feuille élastique hein, qui fait varier la pression. Vous voyez, j'appuie sur la feuille élastique là et on voit bien que la pression varie. La feuille élastique, c'est tout simplement un morceau de gant en caoutchouc, hein, donc ça ne va pas très loin. Mais l'amélioration de M. Koenig, c'est d'avoir alimenté ces capsules manométriques avec du gaz. À l'époque, il avait du gaz de ville, ce que nous, on n'a plus, donc c'est un petit peu compliqué. Et voilà son schéma. La membrane est ici, et de ce côté-là va arriver le son, et là va circuler du gaz de ville. Donc le gaz arrive par là, ressort par là, et on va avoir une flamme de ce côté-là, on va enflammer le gaz de ville. Et en fonction de la variation de la pression induite par le son qui est ici, la pression du gaz va varier ici, et la flamme va varier de hauteur. Et c'est ça qui va permettre de visualiser le phénomène acoustique qu'il veut étudier. Alors notre dispositif est équipé comme ça de 8 capsules manométriques. Il y en a une qui correspond à chacune des sphères. Les capsules manométriques, elles ont leur membrane ici, là. Alors les membranes, il y en a encore quelques-unes qui existent. On a même vu qu'il y en avait qui avaient encore un petit peu de souplesse. Mais bon, on ne peut pas l'alimenter en gaz. D'abord, on n'a pas de gaz, et puis il y a quand même sans doute quelques fuites. Mais vous voyez, le gaz arrivé par derrière, là, était distribué à chacune des capsules manométriques, et on avait une flamme à chaque extrémité. Là. Et donc, on pouvait voir quel était le résonateur qui produisait les variations sur une flamme et à quelle fréquence même. Alors nous, on a essayé de refaire une capsule. Alors j'ai trouvé un livre de 1904, vous voyez, un livre qui était destiné aux enseignants au début de la période où on a mis des TP dans les lycées, disant qu'une capsule à flamme manométrique, c'était très facile à fabriquer. D'ailleurs, il donne deux modèles. Un modèle qui est fait avec une boîte métallique dans laquelle on fait passer des tuyaux en verre. Et puis la deuxième proposition qu'il faisait, c'est du liège. Donc on a récupéré des bouchons de chimie, hein, que je vous dis qu'on récupère tout, qu'on a harmonieusement creusé, scié, creusé, etc., pour faire une capsule, donc avec d'un côté l'arrivée du son et de l'autre côté la circulation de gaz. Donc la capsule, elle est là. Donc c'est un mouchon de liège qui a été séparé en deux, creusé de deux cavités comme ceci, et un morceau de gant plastique en caoutchouc a été intercalé entre les deux, et moult quantité de silicone a été mise pour éviter les fuites et que vous évitiez de sentir trop le gaz. Et maintenant, avec le petit tuyau qui arrive dans la capsule manométrique et que vous voyez à la gauche de la figure, je vais essayer de moduler la pression du gaz. Et vous voyez que la flamme vacille à une fréquence qui est à peu près la fréquence à laquelle je passe le petit tuyau. Et dans ce tuyau arrive dans ces capsules manométriques le son qui est issu de chaque résonateur de Helmholtz. Ça n'empêche que ça permettait donc de voir les variations
acoustique et non plus d'être obligé de mettre les résonateurs dans l'oreille. Alors ensuite, il fallait quand même les voir tous ensemble. Donc dernière utilisation technologique, c'est le miroir tournant. Alors le miroir tournant, vous en avez un là, vous en avez un qui est du même fabricant. D'ailleurs, si vous allez regarder un peu sur le côté, il y a bien écrit que c'est Rudolf König qui a fabriqué ces appareils. Ça sort effectivement des ateliers de Rudolf König, celui-là et celui-là. Si on fait tourner le miroir tournant, à cause de la persistance rétinienne, vous allez voir la flamme de la bougie qui, si elle est bien stable, va vous donner un rectangle, comme ça. Et si elle vacille, va osciller, éventuellement avec une fréquence régulière, si on arrive à la faire vaciller avec une fréquence régulière. Pour nous, c'est le plus compliqué. Alors après, il faut tourner à une vitesse plus ou moins grande. Alors il faut en plus adapter la vitesse de rotation à la fréquence du mouvement. Donc là, le miroir tournant, il est là. Et à l'époque, il y avait quelqu'un qui tournait à la main, puisque la manivelle est d'origine. Donc il va avoir des aides qui permettaient, qui étaient bien entraînées pour avoir une vitesse de rotation régulière, etc., etc. Et puis voilà ce qu'il obtenait, par exemple. Étude des voyelles. Donc il a demandé à un chanteur de chanter les différentes voyelles, enfin ça commence par OU, mais OU, U, A, E, I, sur différentes notes, pour regarder quelles étaient les composantes en fréquence selon la note qui était chantée. C'est-à-dire c'est les premières analyses en transformée de Fourier finalement. À la main, on sort le spectre. Ces images-là sont obtenues par photographie. Alors ce que je n'ai pas trouvé, c'est comment il faisait les photographies. Parce que bon, ça c'est dans les années 1880, donc c'était quand même le début de la photographie. Donc il photographiait son miroir tournant, et puis après c'était reproduit. Et moyennant de connaître la vitesse du miroir tournant, on pouvait en déduire évidemment les fréquences. Alors ça c'est le panneau le plus joli, mais il y a des essais qui sont plus faciles à faire en mettant simplement 2 flammes à l'octave par exemple. Et on voit bien qu'il y a une des flammes qui est une fréquence double que l'autre. Ça c'est relativement facile à vérifier, sans même avoir la vitesse de rotation. On voit facilement, en tournant à la même vitesse, qu'une des flammes oscille 2 fois plus vite que l'autre. Voilà, c'est un appareil donc peut-être un jour on arrivera à remettre complètement en état, mais ça c'est beaucoup plus difficile. Merci bien de votre attention.